Chapitre 1. Une garden party à Rose Heath. C'était un après-midi de fin d'été, digne d'une carte postale édouardienne. Le pelouse de Rose Heath Hall était tondu avec une perfection veloutée. Les chapiteaux blancs ondulaient doucement au vent, et des banderoles bleu pâle et lavande flottaient nonchalamment à des poteaux profondément enfoncés dans le sol. Les tasses à thé tintaient sur leurs soucoupes. Les enfants frottés et empesés dans leurs habits du dimanche titubaient, les doigts collants et les mains glacées. Le Women's Institute s'était surpassé pour la garden party annuelle de Rose Heath, et pas même l'ombre d'un scandale ne flottait encore dans l'air. Pourtant, comme le savait tout villageois aguerri, surtout ceux qui résidaient à Rose Hill depuis plus longtemps que les jonquilles n'osaient fleurir, la paix et la perfection étaient fragiles. Et Miss Jane Marple, bien que non native du village, comprenait cette vérité mieux que quiconque. Elle était assise légèrement à l'écart de la foule, à l'ombre d'un sycomore, une tasse d'Earl Grey délicatement posée dans sa main gantée. Son chapeau, d'un gris tourterelle discret orné d'une bordure de violettes fanées, projetait une ombre douce sur ses yeux, lui donnant l'air calme et attentif d'un chat qui se contente d'observer et d'attendre. « Oh, Miss Marple !» s'écria Madame Edith Loseley en s'approchant avec une assiette d'œufs mimosa. « Goûtez-en un, s'il vous plaît. La femme du pasteur dit que c'est un péché. » Miss Marple esquissa un léger sourire poli. « Merci, ma chère, mais je trouve prudent de ne pas mélanger œufs et thé fort. Il faut penser à sa digestion à mon âge. » Madame Loseley rit, un peu trop fort. C'était le genre de femme qui paraissait toujours légèrement surprise de se surprendre à apprécier quelque chose. « Oh, dis donc, tu as tes petites locutions. » Derrière elle, deux jeunes femmes chuchotaient furieusement près des hortensias. L'une d'elles, Charlotte Weston, si Miss Marple se souvenait bien, serrait son ombrelle avec une intensité qui la faisait frémir. L'autre, une femme au visage rond, à la frange maladroite et à l'air d'une éternelle demoiselle d'honneur, hochait solennellement la tête tandis que Charlotte lui chuchotait quelque chose à l'oreille. « Une querelle, » remarqua Miss Marple. Ou à tout le moins, une rancune tenace. Peut-être à propos d'un homme, peut-être à propos de quelque chose de plus ancien et de plus complexe, un héritage peut-être. Quoi qu'il en soit, de telles tensions étaient le carburant silencieux des petits villages, et les années de Miss Marple à Sainte-Mary-Mead lui avaient appris à reconnaître l'odeur de la friction sous le bouquet de roses et le goût des tartelettes à la confiture. « Dites donc » murmura quelqu'un à proximité. Devait apparaître à 16 heures précises, après la représentation des Rosil Bellringers. Et pourtant, il était toujours là. En fait, maintenant que Miss Marple y pensait, on ne l'avait pas vu depuis peu après le service du thé. Il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Le colonel était connu pour son enthousiasme pour le Xérès, même à des heures indues. Mais l'air avait changé. La brise tomba. Un papillon, autrefois voltigeant librement au-dessus des pâtisseries, se posa, immobile, sur une nappe en dentelle. « Je suppose qu'il est parti inspecter les bégonias. » gazouilla à nouveau Madame Loseley, bien que le tremblement dans sa voix trahisse sa tentative de légèreté. Quelques instants plus tard, un cri retentit derrière les rhododendrons. Tout s'est arrêté. La fanfare s'éteignit dans un sifflement étouffé. Des tasses de thé flottaient dans les airs, et de l'autre côté du jardin, un jeune garçon accourut, le visage rouge et les yeux hagards. « Il y a un homme, derrière le pavillon » s'écria-t-il. « Il est allongé là, il regarde, il ne bouge pas. » Des chaises raclèrent, des cris s'élevèrent comme des oiseaux effrayés. Quelqu'un laissa tomber une assiette avec fracas. En quelques secondes, la pelouse n'était plus qu'un fouillis de chapeaux, de sacs à main et de questions. Miss Marple, peu encline à la panique, se leva lentement et suivit le flot de corps se dirigeant vers l'arrière du domaine où le colonel avait été aperçu pour la dernière fois, près du kiosque en fer au toit couvert de lierre. Elle a rejoint la foule alors qu'elle s'écartait, à contre-cœur pour révéler la source du tumulte. Le colonel Arthur Bickerton, ancien membre du 17e régiment de fusiliers et fier de sa ponctualité,
gisait affalé sous la vieille arche de glycine. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche béante, comme en pleine protestation. Un mince filet d'Earl Grey coulait du bord d'une tasse de thé renversée près de sa main, tachant le gravier comme de l'encre renversée. Mort, indéniablement. Un silence s'installa, puis les murmures commencèrent. Crise cardiaque? Il en avait eu un l'année dernière, n'est-ce pas? Peut-être une piqûre d'abeille? Il était allergique. Non, non, il était en pleine forme la semaine dernière. Je te l'avais dit, murmura Charlotte Weston à sa compagne, la voix tremblante. Je t'avais dit qu'il allait se passer quelque chose d'horrible. Mais ce n'était pas de la peur que Miss Marple lisait dans ses yeux. C'était quelque chose de plus froid, une sensation de satisfaction presque totale. Le gendarme local, un grand jeune homme du nom de sergent Robin Kettle, arriva bientôt. L'arrivée de l'inspecteur. Les villageois obéirent bien qu'avec beaucoup de chuchotements et de regards en arrière. Miss Marple, silencieuse comme toujours, restait debout près du bosquet. Elle regardait le sergent prendre des notes, scruter le corps refroidi du colonel et fronçait les sourcils, confuse, à la faible odeur de quelque chose de doux et d'anormal. Elle aussi l'avait capté, cet étrange arôme floral sous la glycine et le thé, amande. Elle cligna des yeux une fois, puis deux fois. Elle baissa les yeux vers la tasse. « Quel dommage !» dit une voix près d'elle. C'était le révérend Peters, les mains jointes solennellement. Il était censé présenter le Best in Show du concours de rose. Mauvais timing. Miss Marple se tourna doucement vers lui. « Ma chère révérende, dit-elle, je pense plutôt qu'il a été choisi avec beaucoup de soin. » Chapitre 2. Les villageois chuchotent. Le lundi matin, à Roseville, l'ambiance était passée du choc à la spéculation. La nouvelle de la disparition soudaine du colonel Bickerton lors de la garde d'un parti s'était répandue plus vite que le sermon du vicaire, se propageant à travers les paroisses, les bureaux de poste et les salons avec une agilité déconcertante. Au salon de thé Roseville, où des naperons en dentelle gardaient chaque surface et où la confiture était toujours faite maison, les plaisanteries habituelles avaient été remplacées par des ragots à couper le souffle. « Eh bien, je ne pense pas que ce soit naturel, » dit Madame Maud Calthorpe en ajustant son énorme broche qui scintillait comme un second soleil sous son cou. « J'ai vu son expression. Sa bouche était toute tordue comme ça. Ce n'était pas paisible, je peux vous le dire. » « Posons, murmura Dottie Bramble, une vieille fille d'âge indéterminé, passionnée de mélodrames. « Forcément, j'ai lu dans un de mes romans policiers, quand la bouche se recourbe comme ça, c'est du poison. Dottie, dans tes romans, on voit aussi des vicaires commettre des meurtres avec des râpes à fromage, rétorqua Agnès Bentham, rarement amusée et souvent juste. N'en faisons pas un cirque. Ils étaient assis dans le coin de la vitrine, sirotant leur thé sans prêter attention à leurs scones. Les autres clients ne faisaient qu'un effort symbolique pour paraître indifférents. Même Pipi, le Yorkshire Terrier de Madame Ellington, perché à ses pieds, semblait écouter. La police avait bouclé la zone autour du pavillon d'été avec un morceau de corde et un panneau manuscrit indiquant « Interdit d'entrée, affaires officielles ». L'inspecteur Cray, un homme aux larges épaules, à la moustache épaisse et peu tolérant aux absurdités, était arrivé du chef-lieu dimanche soir. Il avait interrogé presque tout le monde à la fête et était reparti en marmonnant des histoires de femmes surexcitées et de sandwichs déroutants. Miss Marple, pour sa part, avait très peu parlé. Elle était rentrée chez elle, dans sa petite maison de location au bord de Willow Lane. Une demeure modeste avec un jardin bien entretenu et des livres empilés dans un désordre réconfortant dans le salon. Ce soir-là, elle était restée assise tranquillement, tricotant une couverture rose pour le futur petit enfant du pasteur et sirotant son thé maison. Soigneusement infusé, avec une pincée de bergamote, mais sans la moindre trace de cyanure. Lundi, en milieu de matinée, elle était de nouveau dehors, arpentant le village avec son air habituel et paisible. Personne ne lui prêta vraiment attention. Après tout, Miss Marple maîtrisait l'art de l'invisibilité à la vue de tous. Ses yeux, cependant, ne manquèrent rien. Elle remarqua les stores baissés du cottage de Weston et la précipitation avec laquelle Charlotte Weston rentra à l'intérieur en voyant Miss Marple approcher. Elle remarqua aussi les fleurs fraîches devant le bungalow du colonel. Une couronne de lys blanc et un mot écrit d'une écriture raide. « Reposante, cher ami. » C'est là, pensa-t-elle,
était intéressant. Le colonel avait été bien des choses, mais il n'était certainement pas un ami cher, pour la plupart. Tempétueux, dogmatique et convaincu que l'Empire n'était pas tombé mais dormait simplement, il était respecté comme on respecte un râteau particulièrement affûté dans un abri de jardin. Utile, dangereux, et mieux vaut le garder dans son coin. Miss Marple s'arrêta un instant devant les fleurs, puis continua son chemin. Elle arriva bientôt au presbytère où Angela, l'épouse du révérend Peters, venait d'entrer dans le jardin avec un panier de linge. « Oh, Miss Marple !» sourit Angela en écartant une mèche de cheveux de son front. « Vous êtes au courant, je suppose. »« Oui, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « C'était très pénible. » Angela posa le panier et soupira. Arthur, enfin, le colonel, pouvait être difficile, mais personne ne méritait ça. La police pense que c'était dans l'été, non? Ce serait logique, répondit Miss Marple, vu les circonstances. Après tout, il tenait une tasse. Oui, mais tout le monde buvait le même pot. Angela fronça les sourcils. Du moins, je le croyais. Tu l'as vu se verser son propre thé? Angela secoua la tête. J'étais occupé avec les billets de tombola à ce moment-là. Mais Edith Lowesley a peut-être vu. Miss Marple sourit faiblement. Oui. Madame Lowesley voit beaucoup de choses. Était taché par une utilisation excessive, et sa patience s'effilochait comme l'ourlet du châle de Madame Calthorpe. « J'ai besoin de savoir qui a donné son thé au colonel Bickerton, » dit-il pour la 4e fois, s'adressant au groupe de dames rassemblées avec un mélange de politesse et de désespoir. Personne ne semblait désireux de répondre. « C'était peut-être Edith ?» proposa Dotty Bramble. « Ou était-ce cette fille timide, Mavis, je crois, qui aidait à servir les gâteaux ?»« Je n'ai rien vu, » dit Madame Bentham d'un ton définitif. Le sergent Kettle soupira. « Quelqu'un a dû voir quelque chose. » À ce moment précis, la porte du salon de thé s'ouvrit avec un léger tintement, et Miss Marple entra, sa canne tapotant doucement le carrelage. Un silence s'installa. Le genre de silence qui s'installe lorsque les villageois réalisent que la véritable détective est entrée dans la pièce, même si elle n'a jamais porté de badge. « Bonjour, sergent, » dit mademoiselle Marple, avec un léger hochement de tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, Miss Marple. Vous êtes toujours la bienvenue, » répondit Kettle en se redressant inconsciemment. « Nous étions juste en train de discuter du colonel. »« Bien sûr, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Tellement tragique, mais pas totalement surprenant. » Cela a déclenché une nouvelle vague de murmures. « Pas étonnant !» s'exclama Madame Calthorpe. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, » dit Miss Marple calmement, « lorsqu'un homme qui a pris l'habitude de collectionner les ennemis meurt subitement et de façon anormale lors d'un événement public, on peut se demander, était-ce le hasard ou était-ce dû ?» Dotty Bramble resta bouche bée. « Tu crois que quelqu'un voulait le tuer ?»« Je pense, » dit Miss Marple en croisant les mains sur son réticule, « que quelqu'un à cette garden party avait attendu très longtemps un tel moment. » Cet après-midi-là, le chemin vers la mort du colonel n'était pas plus clair, même si des fils commençaient à apparaître. Edith Lowesley, interrogée en privé par Miss Marple autour d'un thé et d'une part de gâteau de Madère, jura qu'elle n'avait pas servi le thé du colonel, mais admit avoir remarqué Charlotte Weston s'attardant près du samovar avec une expression curieuse. Comme si elle préférait être n'importe où ailleurs, ou plutôt que quelqu'un d'autre soit ailleurs, si vous me suivez. Et Mavis, la jeune fille timide qui aidait à la préparation des gâteaux, avait été témoin d'une dispute plus tôt dans la semaine près de la poste. Un échange houleux entre le colonel et un certain Alfred Crutchley, le notaire du village, à propos d'un testament. De qui était-il question? Elle n'aurait su dire. Mais Crutchley s'était éloigné en marmonnant quelque chose comme « On ne vole pas 2 fois ce qu'on doit ». Miss Marple soigneusement tout cela dans les tiroirs de son esprit,
Et tard ce soir-là, assise de nouveau près du feu, elle s'autorisa une seule pensée, calme, certaine et glaçante. Quelqu'un avait attendu cette garden party, attendu avec une grande attention, et choisi non seulement le moment, mais la coupe elle-même, la dernière tasse de Earl Grey. Chapitre 3. Le testament et la veuve. Miss Marple savait depuis longtemps que le moyen le plus rapide de découvrir le mobile d'un meurtre était d'examiner un testament, ou plus précisément, ce qui avait été modifié récemment. L'argent, pensait-elle, n'était peut-être pas la racine de tous les maux, mais il en connaissait certainement la direction. Et le colonel Arthur Bickerton était le genre d'homme dont les finances étaient un sujet de spéculation publique et d'irritation privée. Mardi matin, le ciel de Rose Hill s'était teinté d'un gris éteint. L'air chargeait du parfum de la pluie à venir. Les banderoles de la fête flottaient encore timidement devant la salle des fêtes, comme si elles hésitaient à admettre que la fête était terminée et qu'une atmosphère plus sombre avait pris sa place. Miss Marple, tout juste sortie de son petit déjeuner composé d'œufs à la coque et de toast, remonta le chemin pavé jusqu'au modeste bureau en briques rouges du cabinet Crutchley en Webb, avocat et commissaire au serment. Ses gants étaient impeccables, son chapeau modeste, et son expression exprimait une curiosité innocente, bien que son esprit bouillonnât d'une vivacité éprouvée. Elle n'avait pas de rendez-vous officiel, mais cela n'avait guère d'importance. Au fil des ans, elle avait découvert que se présenter à la porte avec un sourire bienveillant et une boîte de scones au raisin lui donnait généralement plus d'accès qu'une lettre de recommandation. Monsieur Alfred Crutchley, maigre et chauve, un mouchoir perpétuellement humide à portée de main, leva les yeux de son bureau avec un clignement d'yeux surpris. « Miss Marple » dit-il en ajustant ses lunettes. « Quel plaisir inattendu !»« J'espère ne pas vous déranger, monsieur Crutchley, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce. « C'est juste que, eh bien, cette histoire avec le pauvre colonel Bickerton, tellement bouleversante, je pensais que vous sauriez s'il avait, disons, des affaires en suspens. » Crutchley toussa dans son mouchoir. « C'est une affaire confidentielle, vous comprenez. » « Oh, naturellement, » acquiesça Miss Marple en s'installant sagement dans le fauteuil en face de son bureau. « Mais je crois que tout le monde sait que vous avez géré ces affaires pendant de nombreuses années. Et comme tout le village spécule déjà à tout va, j'ai pensé qu'il serait prêt. » Récemment, il y a seulement 3 semaines, en fait. « Ah bon? » Miss Marple sirota son thé. L'une des secrétaires de Crutchley lui en avait consciencieusement apporté une tasse. « Comme c'est opportun. » Oui, un changement important aussi. À l'origine, la majeure partie de sa succession, le bungalow, son modeste portefeuille d'investissement et quelques objets militaires anciens devaient revenir à sa nièce Pamela Bickerton. Elle vit désormais à Torquay. Mais le Nouveau Testament, sa voix s'interrompit. « Oui ?» demanda Miss Marple avec un léger coup de coude. « Le Nouveau Testament laisse l'essentiel de la succession à Madame Lydia Carmichael. »« Madame Carmichael ?» Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « La veuve aux rideaux de dentelle et au chat persan ?»« Exactement le même. C'est curieux. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient si proches. »« Non, jusqu'à récemment. » Crutchley jeta un coup d'œil vers la porte et baissa la voix. « En fait, ça a été un choc pour moi. J'ai préparé les nouveaux documents moi-même et je me souviens avoir pensé que tout cela était assez soudain. » Miss Marple réfléchit un instant en silence. A-t-il donné une raison? Juste qu'il souhaitait se racheter, c'est l'expression qu'il a employée, se racheter. J'ai compris qu'il s'agissait d'un malentendu passé, mais il n'a donné aucun détail. Et Madame Carmichael a-t-elle été informée de son héritage? Je le crois, répondit Crutchley. Cependant, avec l'intervention de la police, le testament ne peut pas encore être exécuté. L'inspecteur Cray a bien sûr demandé un examen complet. Bien sûr, répéta Miss Marple. Elle se leva et lui offrit un sourire bienveillant. Vous avez été d'une grande aide, monsieur Crutchley. Je ne vous dérangerai plus. Il la raccompagna jusqu'à la porte. Si je puis me permettre, Miss Marple, j'espère que vous ne vous mêlez pas trop de ces désagréments. Il vaut mieux laisser ces choses aux autorités.
Sans aucun doute, répondit-elle. Mais les autorités sont souvent tellement occupées à chercher des preuves qu'elles oublient de chercher la raison. Bonjour. Lydia Carmichael vivait dans une maisonnette au toit d'ardoise, aux murs couverts de lierre et imprégnée d'une douce mélancolie. Elle avait déménagé à Rose-Hill un peu plus d'1 an après la mort de son mari. Bien que polie et parfois présente aux cérémonies religieuses, elle était restée largement à l'écart de la société villageoise. Miss Marple arriva peu après midi. C'est Madame Carmichael elle-même qui ouvrit la porte, grande, posée, vêtue d'un cardigan bleu pâle qui mettait en valeur l'argent de ses cheveux. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec un sourire doux et prudent, je m'attendais plutôt à ce que vous veniez. »« Vraiment ?» Miss Marple sourit chaleureusement. « Alors ?» J'espère que ce n'est pas gênant. Pas du tout, dit la veuve en s'écartant. Voulez-vous du thé? Ils s'installèrent dans le salon où un gros chat persan gisait sur le rebord de la fenêtre tel un souverain poilu. La maison était propre, presque agressive, sans la moindre trace de désordre. Chaque livre était rangé par taille, chaque photo parfaitement alignée. Les faits étaient presque trop ordonnés. « J'imagine que vous avez entendu la conversation, » dit Madame Carmichael, en versant du thé d'une main qui tremblait légèrement. « On en parle toujours dans le village, » répondit Miss Marple. « Certains sont vrais, d'autres non. Je préfère remonter à la source quand je peux. » La veuve sirota son thé et observa son invité. « Vous voulez savoir pourquoi Arthur a modifié son testament? »« Si tu veux me le dire. » Lydia reposa sa tasse avec un léger tintement. C'était de la culpabilité, pas de l'amour, pas ça. Ce n'était pas un homme qui aimait facilement, mais de la culpabilité, oui. Culpabilité pourquoi? Elle baissa les yeux sur ses mains. Mon mari, Harold, était autrefois en poste sous ses ordres dans l'armée. Il y a de nombreuses années, au Kenya, il y a eu un incident, une manœuvre ratée, une erreur politique, le genre de choses qu'on ne mentionne pas dans les journaux. Arthur a jeté Harold sous le proverbial omnibus. Cela a ruiné sa carrière. Je vois. Pendant des années, nous avons lutté. À la mort d'Harold, j'ai déménagé ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'Arthur soit là aussi. Mais il m'a reconnu, il a dit qu'il voulait arranger les choses, que cela le hantait. Il venait même me voir tous les mardis pour prendre le thé. C'était son idée, je n'ai rien demandé. Et la dernière fois que tu l'as vu, la veille de la fête, il m'a apporté un livre sur les orchidées. Il en était passionné, tu sais. Oui, répondit Miss Marple, et pour garder des secrets aussi. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, interrompus seulement par le faible ronronnement du chat. « Tu ne penses pas que c'était naturel, n'est-ce pas » demanda Lydia doucement. « Je pense que c'était délibéré, » répondit Miss Marple, « et que c'était censé donner une impression différente. » Au crépuscule, la pluie avait commencé à tomber avec force, lavant les ruelles du village d'argent et plongeant les cottages dans une obscurité adoucie. Miss Marple rentra chez elle avec plus de questions que de réponses, mais une chose commençait à se former dans son esprit. Un motif, faible et irrégulier, comme les premiers points d'une nouvelle dentelle. Le colonel Bickerton avait des ennemis, certes, mais tous ne cherchaient pas à se venger. Certains, soupçonnait-elle, aspiraient au silence. D'autres voulaient s'assurer que les vieilles vérités ne soient jamais révélées au grand jour. Le testament était important, mais... Peut-être pas, pour la raison que tout le monde supposait. Car même lorsqu'elle se versait son thé du soir et y ajoutait un peu de lait, Miss Marple ne pouvait se défaire du sentiment que l'acte final du colonel Bickerton n'avait pas été de donner, mais de révéler. Et quelqu'un, quelque part à Rose-Hill, avait tué pour garder cette révélation enterrée. Chapitre 4. La deuxième coupe. C'était mercredi matin, et le village de Rose-Hill avait acquis ce calme particulier qui suit souvent un scandale. Celui qui n'est pas un soulagement, mais plutôt une retenue d'haleine. La mort du colonel avait jeté une ombre immense, non seulement sur les pelouses jonchées de banderoles, mais sur l'âme même du village. Les fenêtres, autrefois ouvertes avec joie, restaient désormais fermement verrouillées. Les rumeurs de concours de roses se réduisaient à des murmures prudents. Et presque tout le monde évitait de parler de thé. Miss Marple, cependant, n'était pas superstitieuse. Elle se prépara un bon Darjeeling, elle avait mis de côté l'Earl Grey pour l'instant, non par peur, mais par goût, et relut ses notes, assise près de la fenêtre du salon. Devant elle se trouvaient 4 éléments écrits avec soin sur cuivre.
Testament du colonel révisé. Il y a 3 semaines. À Madame Lydia Carmichael. Altercation précédente entre Bickerton et M. Crutchley. Testament contesté. Charlotte Weston est vue s'attardant près du samovar. Odeur d'amande, cyanure. C'est le dernier point qu'elle a souligné. Elle avait mené des enquêtes subtiles au cours de la journée précédente. L'inspecteur Cray, avec sa moustache épaisse et ses manières plus austères, avait finalement dévoilé ses premières conclusions. Des traces de cyanure de potassium avaient été détectées dans les restes du thé du colonel. Il n'y avait plus aucun doute désormais, il s'agissait d'un meurtre. Mais la méthode intriguait Miss Marple. Le cyanure avait un effet immédiat et brutal. Si le colonel l'avait bu à dose normale, il se serait effondré sur place. Pourtant, il s'était éloigné des tables à thé et s'était effondré quelques minutes plus tard près du pavillon d'été. À moins qu'il n'ait pris plus d'une tasse. Elle sirota son Darjeeling pensivement et attrapa son cardigan. Il était temps de parler à la seule personne qui pourrait connaître la vérité sur la 2e tasse. Mavis Cribbs, la jeune fille timide mais appliquée qui avait aidé à servir le thé à la fête. Les Cribbs habitaient un cottage bas, juste à côté d'Id. Même si on pourrait dire que nous recherchons souvent la même chose. Elle sourit si doucement que les épaules de Mavis s'affaissèrent d'un pouce. Je me demandais, poursuivit Miss Marple, si vous pouviez avoir un moment pour parler de la fête, et plus particulièrement du service à thé. Mavis hocha la tête et s'écarta. Maman est allée voir sa sœur, mais j'ai des biscuits au gingembre. Ils viennent du commerce, cependant. Miss Marple a refusé les biscuits, mais a accepté la chaise et la vérité qui en découlait. J'ai versé presque tout le thé, dit Mavis. Tout était dans une grande urne en argent. Madame Losley m'a montré comment actionner le bec verseur. Elle s'activait et je continuais à verser les tasses. Et avez-vous vu qui a servi le thé du colonel? Mavis secoua la tête. J'étais en train de remplir des assiettes de scones à ce moment-là, mais je l'ai vu revenir plus tard, peut-être 10 ou 15 minutes après son départ. Il avait l'air un peu troublé, je crois, puis il s'est resservi une tasse. Une 2e tasse? Oui, madame. Je m'en souviens parce que je trouvais ça bizarre. La plupart des gens se dirigeaient vers les jeux à ce moment-là, mais il est revenu aussitôt et s'est resservi. Il n'a même pas ajouté de lait. Il est resté là à regarder la table un moment. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est approché de l'urne à ce moment-là? Mavis hésita. Oui, Mademoiselle Charlotte Weston. Elle est arrivée juste avant lui. Je crois qu'elle était en train de réparer son gant ou quelque chose comme ça, mais elle est restée un moment près du sucrier. Elle ne s'est pas servie à boire, cependant. Intéressant, dit Miss Marple. Mais elle avait l'air bizarre, comme si elle attendait quelque chose. Plus tard dans la journée, Miss Marple fit une courte promenade jusqu'à la maison des Weston, une maison couleur crème avec du lierre sous les avant-toits et un jardin qui semblait tout droit sorti d'un catalogue. Charlotte Weston était chez elle, bien sûr. Une fille comme elle ne travaillait pas vraiment. Elle vivait avec son frère aîné, Julian, et était bien connue à Roselle pour sa beauté boudeuse et sa réticence à épouser les jeunes hommes séduisants que le village lui proposait. Charlotte reçut Miss Marple dans le salon, perchée raide sur un fauteuil recouvert de velours et vêtue d'une robe bleu ciel qui jurait légèrement avec son caractère. « C'est très gentil de votre part, dit-elle, le sourire fragile. Tout le monde était sur les nerfs. La mort du colonel a été déstabilisante. » Miss Marple inclina la tête. En effet. Et quelle perte, juste au moment où il sent... « Carmichael, le saviez-vous? » La voix de Charlotte se fit plus aiguë.
Lydia Carmichael n'est pas vraiment le genre de femme avec qui on renoue. C'est un parasite. Tout le monde le sait. Vraiment? Miss Marple plissa légèrement les yeux. Je dois admettre que je l'ai toujours trouvée plutôt posée, gracieuse même. Charlotte se leva et s'approcha de la cheminée. Si vous êtes venue ici pour savoir si j'ai empoisonné le colonel, Miss Marple, je peux vous assurer que je n'avais aucune raison. Il me connaissait à peine. Oh, mais je crois que oui, dit Miss Marple. Je crois qu'il vous connaissait plutôt bien. Peut-être pas dans le présent, mais dans le passé. Charlotte se retourna, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu insinues? Vous avez dit à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, que quelque chose de terrible allait se produire. Vous l'avez dit avec un sentiment de certitude, pas de peur. » Les mains de Charlotte se crispèrent. « C'était juste le stress. La fête me rend toujours anxieuse. Et pourtant, tu t'es attardé près de la théière. Tu n'as pas versé une tasse. Tu es simplement resté là. Pourquoi? » Charlotte ne répondit pas. Miss Marple se leva lentement. « Ce n'est pas mon rôle d'accuser, Charlotte, juste d'observer. Et j'ai remarqué que ceux qui rôdent sans raison attendent souvent que quelqu'un boive. » Elle fit un signe de tête doux à la fille et quitta la pièce en silence. De retour dans son cottage ce soir-là, Miss Marple s'assit une fois de plus près du feu, les aiguilles à tricoter cliquetant pensivement. 2 tasses. Le premier, peut-être inoffensif, le deuxième, délibéré. Et quelqu'un avait veillé à ce que le colonel revienne pour cette deuxième tasse. Que ce soit par suggestion ou par habitude, cela lui avait été facilité. La question était maintenant de savoir quel était le motif. Le testament, oui, c'était quelque chose. Mais Charlotte n'avait pas été déshéritée. On n'avait même pas parlé d'elle, à moins que les changements opérés par le colonel n'aient suscité quelque chose de plus profond que l'argent. Peut-être une ancienne relation, un scandale. Elle tapota ses aiguilles ensemble et ferma les yeux. Demain, elle rendrait visite à Julian Weston, discret, intelligent et toujours à l'affût. Il était resté discret pendant des années, poli et professionnel, proposant des cours de violoncelle et ne cherchant pas à s'attirer d'ennui. Mais Miss Marple avait un jour entendu le colonel Bickerton le qualifier de ce garçon turbulent qui cerne trop bien les gens. Il était temps de découvrir exactement ce que Julian Weston avait vu et pourquoi sa sœur avait si peur. La situation était redevenue normale. Les banderoles de la fête avaient été retirées. Les enfants retournèrent à l'école dans leurs élégants uniformes. Le facteur siffla, quoique plus doucement, et M. Ransom rouvrit la boucherie, même si les saucisses n'étaient pas aussi dodues qu'avant la mort du colonel Bickerton. Aux abords de Rose Hill, dans la maison Weston, recouverte de lierre, les choses étaient loin d'être normales. Miss Marple s'y approchait avec une attention particulière, ses pas légers sur le chemin de pierre, et l'esprit plus vif que jamais. Julian Weston n'avait pas beaucoup été vu depuis la fête. Pour elle, ce n'était pas un signe de chagrin, mais de repli. Et repli, dans un village comme Rose Hill, signifiait 2 choses, la maladie ou la culpabilité. Elle doutait fort que Julian Weston soit malade. La porte fut ouverte par Julian lui-même, un homme discret de 38 ans, aux lunettes épaisses, aux cheveux clairs, et à l'air d'un ancien pensionnaire qui n'avait jamais vraiment réintégré le monde. Il portait un cardigan marron et un pantalon en velours côtelé, et cligna des yeux comme si la lumière du soleil le surprenait. « Mademoiselle Marple, dit-il sans sourire, vous êtes venue pour Charlotte, n'est-ce pas? »« Je suis venu, dit Miss Marple doucement, car le silence protège rarement les innocents, seulement les secrets. Puis-je entrer? » Il resta à l'écart sans un mot. À l'intérieur, la maison sentait légèrement le cirage à la lavande et les vieux livres. Le salon était encombré de meubles anciens, de partitions et d'un piano à queue qui occupait beaucoup trop de place pour la petite pièce.
Un violoncelle reposait dans un coin et une bouilloire sifflait dans la cuisine au-delà. Julien s'est déplacé pour l'éteindre et est revenu avec un plateau de thé à l'air faible et exactement 3 biscuits digestifs. « Je m'excuse, dit-il en le posant. Je n'ai pas eu beaucoup d'appétit cette semaine. Le deuil nous affecte tous différemment, a déclaré Miss Marple. Julien resta assis, mais ne toucha pas à son thé. Il fixait la cheminée, comme s'il espérait qu'elle parlerait la première. Ta sœur est très bouleversée, dit doucement Miss Marple. Elle a toujours été sensible. Sa voix était neutre, mais il y avait une pointe de réserve. Les gens ne la comprennent pas. Je trouve, dit Miss Marple, que les gens sont rarement aussi incompris qu'ils aiment à le croire. Souvent, ils ne sont tout simplement pas honnêtes, ni avec les autres, ni avec eux-mêmes. Julien détourna le regard. Vous avez vu le colonel se disputer la semaine dernière, poursuivit-elle, avec M. Crutchley près de la poste. Julien cligna des yeux. Ça circule, hein? Pas vraiment. Allez en arrière. Oui, je les ai vus. J'achetais des timbres. Ils ne m'ont pas remarqué. Puis-je vous demander de quoi il s'agissait? Un testament, dit Julien. Le colonel accusait Crutchley de l'avoir manipulé. Il disait que la nouvelle version ne correspondait pas à ce dont il avait parlé. Il parlait de dates et de modifications. C'est très intéressant, dit doucement Miss Marple. Surtout que Crutchley m'a assuré que le colonel avait fait ces changements en toute bonne foi. Julien rit amèrement. Bien sûr qu'il l'a fait, c'est ce que Crutchley dit toujours. Il eut une pause. Tu ne lui fais pas confiance? Demanda Miss Marple. Je ne fais confiance à personne qui tire profit du secret, dit Julien. Cet homme a bâti sa vie sur le contenu des tiroirs et des journaux intimes d'autrui. Vous savez, il était très proche du colonel pendant la guerre. J'avais entendu. Ils ont gardé quelque chose pour eux, quelque chose que Charlotte a découvert, je crois. Elle ne me l'a jamais dit ouvertement, mais je ne suis pas aveugle. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ils étaient tous impliqués dans quelque chose, le colonel, Crutchley, et peut-être même Lydia Carmichael. Ils étaient impliqués dans un fouillis il y a des décennies, et maintenant ça leur revient. Miss Marple hocha lentement la tête. Tu crois que Charlotte savait la vérité? Je pense qu'elle en savait assez pour les détester. Et pourtant, dit Miss Marple, la haine ne mène pas toujours au meurtre. Julien se retourna brusquement. N'est-ce pas? Avez-vous rencontré beaucoup de meurtriers heureux, Miss Marple? Elle sourit faiblement. Certains sont satisfaits, la plupart ont peur, et quelques-uns, rares, sont simplement là d'attendre que justice soit faite. Il redevint silencieux et lorsqu'il parla à nouveau, ce fut presque un murmure. Charlotte a reçu une lettre 2 jours avant la fête, manuscrite, sans adresse de retour. Je l'ai vue sur la table d'entrée. L'as-tu lue? Non. Mais elle a pleuré après l'avoir ouvert. Puis elle l'a brûlé dans le bac à déchets. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Il l'a brûlé? Oui. Elle a dit que c'était d'un vieil ami décédé. Je ne l'ai pas cru. Est-ce qu'elle t'a dit ce que ça disait? Non. Seulement qu'elle ne pourrait jamais pardonner à certaines personnes. Miss Marple se leva et prit ses gants. Puis-je vous demander encore une chose, Monsieur Weston? Bien sûr. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la 2e tasse de thé du colonel? Julien cligna des yeux. Je ne savais pas qu'il en avait un. Il l'a fait. Marple hocha la tête. Oui, seul, mais pas sans surveillance. Ce soir-là, Rosel reprit son souffle. Une nouvelle vague de ragots déferla sur le village, tandis que la nouvelle du cyanure se confirmait discrètement. Madame Loseley fit remarquer à son mari qu'ils auraient dû utiliser des pots à crème plutôt que des bols ouverts. On ne sait jamais ce que les gens laissent tomber de nos jours. Dottie Bramble affirma qu'elle avait toujours soupçonné quelque chose d'anormal. L'air sentait mauvais ce jour-là, n'est-ce pas, Maud? Et l'inspecteur Cray, mal à l'aise dans le salon du presbytère, avoua au révérend Peters que l'affaire était plus serrée qu'un nœud de boucher.
Miss Marple était assise dans son salon au crépuscule, regardant les derniers rayons du soleil transformer les roses du jardin en velours sombre. Un deuxième testament, peut-être falsifié, une lettre à brûler, un vieux secret est revenu. Quelqu'un avait eu peur, non pas de culpabilité peut-être, mais d'être exposé. Et Miss Marple commençait à soupçonner que la vérité derrière le meurtre du colonel Bickerton ne résidait pas dans l'identité du coupable et se trouvait pour tirer profit de sa mort. Mais à qui avait le plus à faire? Perdre, après ce qu'il aurait pu dire ensuite. Chapitre 6. Le bac à jardin. Regards. Miss Marple s'arrêta, sortant délicatement un mouchoir plié de sa poche avant de soulever le couvercle en fer noir. L'odeur âcre du papier brûlé et de la cendre humide lui vint aussitôt aux narines. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une grande partie avait été réduite en flocons gris et en poussière, mais en tamisant soigneusement, elle trouva ce qu'elle espérait. Des fragments calcinés ayant échappé à une destruction complète, collés sur un côté de la poubelle là où le feu n'avait pas atteint sa pleine puissance. La plupart étaient illisibles, mais un morceau plié en triangle irrégulier portait encore de l'encre sur son bord recourbé. Miss Marple le récupéra délicatement avec son mouchoir, pressant la cendre sur le bord aussi tendrement qu'on soulevait un papillon fragile. Elle ne distingua qu'une ligne incomplète, mais cela suffisait. « Je ne peux plus supporter ce que nous avons fait. Le moment est venu. » En dessous, une signature en forme de fleur, presque disparue, mais commençant peut-être par un H. Miss Marple glissa le fragment dans son sac à main et remit le couvercle de la poubelle, juste au moment où la porte arrière grinçait en s'ouvrant. « Miss Marple » s'écria Julian surpris. Elle se retourna, complètement calme. « Oh, bonjour, Monsieur Weston. J'admirais justement votre haie de lavande. Elle a magnifiquement poussé. » Julian sortit sous la brune avec un parapluie. « Tu es sorti tôt? J'ai bien peur qu'on dorme moins avec l'âge. Et je trouve toujours le jardin apaisant pour l'esprit. » Il eut un léger sourire, mais ne dit rien de plus. Miss Marple tapota son sac. « Je ne prendrai pas plus de votre temps, mais Julian... oui? Si vous vous souvenez de l'expéditeur de cette lettre, ou de son contenu, faites-le moi savoir, avant que quelqu'un d'autre ne tente de brûler autre chose que du papier. » À midi, la pluie avait diminué. Miss Marple retourna à son cottage et rendit visite à sa plus vieille amie du village, Madame Clarisse Longmore, anciennement du Yorkshire et aujourd'hui à la tête de la rumeur la plus animée de Rose Hill. « Clarisse, ma chère, » dit Miss Marple en dégustant un scone et de la marmelade. « Te souviens-tu d'un certain Harold au village? Quelqu'un qui aurait servi aux côtés du colonel Bickerton. » Clarisse se tapota les lèvres. « Harold, ce n'est plus un nom courant par ici. Attendez, le mari de Lydia Carmichael était Harold, n'est-ce pas? Mort d'un AVC, oh, ça doit faire 2 ans. Un peu reclus, Crochley avait agi comme conseiller juridique officieusement. Vraiment, dit Miss Marple en remuant son thé. C'est fascinant. » Clarisse pencha en avant. Certains ont dit qu'Harold était responsable d'un acte du colonel. Un détournement de fonds peut-être. On était en guerre après tout. Qui pouvait le dire? Cela a confirmé plus que ce que Miss Marple avait laissé entendre. Elle rentra chez elle et déposa le morceau carbonisé sur du papier buvard, l'examinant à nouveau. Si Harold Carmichael avait écrit la lettre, cela expliquerait la signature. Le H, le remords. Mais si Harold était mort, alors il devait s'agir d'un écrit avant qu'il est mort. Une lettre en retard? Ou bien Lydia l'avait-elle trouvée parmi les papiers de son mari et l'avait-elle envoyée à Charlotte? Cela expliquerait la brûlure larmoyante.
Cela expliquerait également la colère de Charlotte et son commentaire lors de la fête. Je t'avais dit que quelque chose d'horrible allait se produire. Ce soir-là, Miss Marple prit une décision. Elle appela le presbytère et demanda au révérend de passer avec l'inspecteur Cray. Elle impliquait rarement la police directement, sauf en cas de nécessité. Mais le temps de murmure était révolu. À 6 heures, les deux hommes étaient assis dans le salon de Miss Marple, où flottait l'odeur du cirage au citron et du sablé. « Mademoiselle Marple, » commença Cray, la moustache tressaillante, « vous avez dit que vous aviez quelque chose pour nous. »« Oui, » dit-elle en joignant les mains, « mais d'abord je dois vous demander, avez-vous confirmé l'authenticité du testament ?» Cray fronça les sourcils. « C'était signé et daté il y a 3 semaines, authentifié. Rien de manifestement faux. Et l'avez-vous comparé à l'écriture connue du colonel? Bien sûr, ça correspond. » Miss Marple hocha la tête, et pourtant il a dit à M. Crutchley qu'il n'avait pas approuvé les changements. Cray cligna des yeux. « Comment le sais-tu? » « Parce que Julian Weston l'a entendu dire ça, quelques jours avant la fête. » Le révérend Peters parut choqué. « Vous dites que le testament était un faux. Peut-être. Ou du moins modifié par la pression. » Miss Marple a sorti le fragment brûlé. « Ceci, dit-elle, a été trouvé dans la poubelle du jardin des Weston. Une lettre, apparemment écrite par Harold Carmichael, avouant un secret sombre partagé avec le colonel Bickerton. Elle a suffisamment effrayé Charlotte Weston pour la détruire. Mais je crois qu'elle ne l'a pas reçue directement. Je crois que Lydia Carmichael l'a trouvée parmi les affaires de son défunt mari. Et l'a envoyée à Charlotte. Peut-être pour faire honte au colonel, peut-être pour la mettre en garde. » Cray se pencha en avant. « Mais pourquoi ferait-elle ça ?» Avait décidé de révéler la vérité sur ce qui s'était passé au Kenya pendant la guerre, sur la façon dont Harold Carmichael avait été désigné comme bouc émissaire, et sur la façon dont Crutchley avait contribué à cette situation. La pièce devint silencieuse. Miss Marple poursuivit. Si la vérité éclatait, cela ruinerait la réputation de Crutchley et pourrait invalider le Nouveau Testament. Mais pour Lydia, les motivations sont moins évidentes. « Tu penses qu'elle a tué le colonel ?» demanda Cray. « Je pense que quelqu'un d'autre craignait ce que cette lettre pourrait réveiller. Quelqu'un qui pensait avoir enterré le passé et qui était terrifié d'apprendre qu'il avait encore des racines. » Elle regarda Cray d'un air significatif. « Il faut absolument trouver qui a posté la lettre et quand. Il pourrait y avoir des empreintes digitales sur ce qui reste. » L'inspecteur Cray, désormais très sérieux, prit la lettre et se leva. « Je m'en occupe immédiatement. » Alors que les hommes partaient, Miss Marple se tenait près de sa fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. La vérité avait tendance à remonter à la surface, même après un long moment d'enfouissement. Mais à Rose-Hill, ce sont toujours les mains les plus propres qui portaient souvent la terre. Chapitre 7. Le silence de la veuve. Vendredi matin, le ciel gris de Rose-Hill commençait à s'éclaircir, et un pâle soleil se répandait doucement sur les haies et les toits de tuiles comme une excuse timide. Pourtant, malgré les tentatives de clarté du temps, le village restait plongé dans l'ombre, non pas des nuages, mais d'une terreur silencieuse. Un meurtre restait non élucidé. Les soupçons ne murmuraient plus dans les coins. Ils avançaient désormais ouvertement le long de la grande rue, et nulle part le silence n'était plus impénétrable que dans le joli petit cottage de Madame Lydia Carmichael. Miss Marple est arrivée juste après 10 heures, portant une petite boîte de biscuits aux noix, et l'expression de quelqu'un qui rend visite par courtoisie et par sollicitude, l'équilibre parfait dans une visite de village. Lydia ouvrit elle-même la porte. Elle paraissait calme, comme toujours, mais son sourire était fragile. Une raideur aux commissures des lèvres, comme si le masque s'était alourdi. « Mademoiselle Marple, » dit-elle en ouvrant grand la porte, « je me demandais quand je vous reverrais. »« Comme c'est gentil, » dit Miss Marple en lui offrant la boîte. « J'espère que cette brève intrusion ne vous dérange pas. Il ne reste plus grand-chose à faire, à part attendre, et j'ai pensé qu'un peu de compagnie pourrait détendre l'atmosphère. Entrez, entrez. »
Lydia s'écarta. Je viens de mettre la bouilloire en marche, avec une odeur plus forte en dessous. De la vieille encre, peut-être, ou de papier brûlé. Miss Marple se renfonça dans son fauteuil, mais son regard était calmement alerte. Lydia versa le thé et passa une tasse. « J'imagine que tu as été occupée. »« Oui, » dit Miss Marple en posant son sac à main. « Mais pas autant que l'inspecteur. Il a eu beaucoup de choses à réfléchir. » La main de Lydia s'immobilisa sous la poignée de la théière. « Tel que... » « Oh, rien de remarquable. Seulement les fragments d'une lettre brûlée retrouvée dans la poubelle du jardin de Weston. » L'expression de Lydia ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent légèrement autour de la tasse. « Je vois, » dit-elle. « Il s'agissait apparemment d'une lettre de votre défunt mari, adressée à Charlotte Weston, ou peut-être destinée au colonel Bickerton et interceptée. Nous l'ignorons encore. » Lydia posa la tasse. « Alors, peut-être devrions nous attendre pour spéculer. » Miss Marple hocha la tête avec approbation. « Oh, je suis tout à fait d'accord. Mais la spéculation, comme vous le savez, est l'un des rares luxes que l'âge nous offre. » Elle sirotait son thé. « Cela doit être étrange, » continua-t-elle doucement, « de voir le fantôme de votre mari ressurgir, juste au moment où vous le pensiez enfin en paix. » Lydia eut un petit rire sans humour. Peace et Harold ne se connaissaient pas vraiment. C'était un mariage difficile. Pas difficile, dit Lydia. Distinct. C'était un homme plein de regrets. Pas du genre à crier, mais plutôt du genre calme et lent. Il ne parlait jamais beaucoup du passé, se contentant de dire qu'il avait fait des choix irréversibles. A-t-il déjà mentionné le colonel? Seulement qu'Arthur Bickerton avait été son supérieur et qu'il ne lui avait jamais vraiment pardonné. Il y eut un silence. La pluie recommença à tomber, tapotant légèrement la vitre. « As-tu envoyé la lettre à Charlotte? » demanda Miss Marple. Lydia leva brusquement les yeux. « Non. »« Mais tu l'as trouvée. » Lydia hésita. « Oui, » dit-elle finalement. Après la mort d'Harold, c'était dans une boîte de vieux dossiers, jaunis et pliés. J'ignorais qu'il avait conservé quelque chose de ces années-là. Mais c'était là. Pourquoi ne l'as-tu pas détruit? J'ai failli le faire, sa voix baissa. Mais une partie de moi voulait que ça se sache. Pas par vengeance, pas pour l'argent, juste la vérité. Arthur menait une vie confortable, tandis qu'Harold était rejeté. Et donc tu l'as envoyé à Charlotte? Lydia soutint son regard. Oui. Pourquoi elle? Elle était la fille, comment dire, inavouée du colonel. Sa mère était Grace Langley, n'est-ce pas? Ils étaient amoureux autrefois, jusqu'à ce qu'Arthur épouse la fille d'un général et laisse Grace élever seule Charlotte. Je me le demandais, dit doucement Miss Marple. Il y a toujours quelque chose dans les yeux avec les liens du sang. Elle méritait de savoir, poursuivit Lydia, de savoir quel genre d'homme il était vraiment. Et si elle choisissait de l'affronter, eh bien, je pensais qu'il lui devait bien cela. Miss Marple remua son thé. Il est mort 2 jours plus tard. Oui, dit Lydia, mais pas de ma main. Miss Marple se pencha en avant. Madame Carmichael, si je peux me permettre de vous le demander directement, avez-vous trafiqué le thé? Non, répondit Lydia fermement. Je ne prendrai pas le risque de blesser quelqu'un d'autre. Le cyanure n'est pas précis, il aurait pu tuer n'importe qui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Lydia leva le menton. Alors c'était peut-être le destin, ou quelqu'un de plus précis que moi. Le silence régna à nouveau. Pas hostile, simplement étagé.
Miss Marple se leva enfin et récupéra son sac à main. « Merci pour votre honnêteté, dit-elle. Je crois que vous m'avez raconté l'essentiel de l'histoire. » La bouche de Lydia se tordit légèrement. « Et toi? » « Oui, » répondit Miss Marple avec une lueur qui n'atteignit pas son sourire. « Parce que maintenant je sais qui n'aurait jamais tué le colonel, ce qui est souvent plus utile que de savoir qui aurait pu le faire. » Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Cray. Ce n'était pas un homme qui aimait être surpris, mais il eut la sagesse d'écouter une femme aux cheveux gris, coiffée d'un chapeau impeccable, lui dire quelque chose qui valait la peine d'être entendu. « Elle a envoyé la lettre, » confirma Miss Marple, « mais elle ne l'a pas tué. » Cray fronça les sourcils. « Nous n'avons trouvé aucune empreinte digitale sur le morceau de papier, pas même les siennes, il était trop brûlé. » C'était délibéré. Celui qui a récupéré et détruit la lettre par la suite ne voulait pas qu'elle soit retrouvée. Alors, revenons à Miss Weston. Je n'en suis pas certain. Sa rage était réelle, mais pas froide, pas calculée. Je soupçonne qu'elle aurait affronté le colonel en public et non empoisonné en privé. Alors qui? Le plus si la lettre disparaissait à jamais et que personne n'osait rouvrir la succession. Cray cligna des yeux. Tu veux dire? Oui, répondit Miss Marple d'une voix calme. L'avocat qui l'a rédigé, qui en a été témoin, qui a géré les affaires du colonel et qui avait le plus à perdre si le vieux scandale éclatait. Cray se redressa. Crutchley. Miss Marple sourit tristement. Et si je ne me trompe pas, inspecteur, il nettoie les dégâts du colonel depuis des décennies et il a finalement décidé de le faire lui-même. Chapitre 8. Le grand livre de Crutchley. Il est des hommes qui bâtissent leur réputation comme des clochers, précis, fiers et irréprochables. Alfred Crutchley était de ceux-là. Pendant plus de 40 ans, il avait servi comme avocat auprès de presque toutes les familles respectables, dans un rayon de 16 kilomètres de Rose Hill. Il rédigeait des testaments, gérait des actes de propriété et réglait des litiges avec un sourire poli et une écriture si soignée qu'elle semblait gravée. On lui faisait confiance, non pas par appréciation, mais parce qu'il avait l'air de quelqu'un qui ne serait jamais surpris, quelles que soient les circonstances. Mais vendredi après-midi, l'inspecteur Cray avait l'intention de le surprendre, et il a amené Miss Marple avec lui. Les bureaux de Crutchley et Webb se trouvaient juste à côté de High Street, un étroit bâtiment en briques rouges, orné de lierre enroulée sur le côté et d'une plaque de laiton près de la porte. À l'intérieur, la réception sentait légèrement le vieux cuir et le cirage à bois. La secrétaire, une jeune femme aux yeux pâles et aux doigts perpétuellement tachés d'encre, leva les yeux, alarmée, à l'entrée des deux visiteurs. « J'ai bien peur que M. Crutchley vienne d'entrer dans une réunion, » commença-t-elle. « On attendra, dit Cray d'un ton bref. Dites-lui que l'inspecteur Cray est là, et je vous conseille de ne pas tarder. » Le secrétaire disparut aussitôt, et quelques instants plus tard, Crutchley lui-même apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau intérieur, pimpant dans un gilet anthracite et une cravate rayée, mais avec une raideur visible dans les épaules. « Inspecteur, dit-il avec un sourire forcé, Mademoiselle Marple, que puis-je faire pour vous deux? Nous parlerons dans votre bureau, dit Cray. L'avocat hésitait un peu trop longtemps. Bien sûr. Ils entrèrent ensemble dans la pièce. C'était un espace bien rangé, bordé d'étagères en chêne et rempli de livres dont les reliures brillaient d'usure. Une horloge de parquet tic-taquait doucement dans un coin. Un plateau à thé, intact, reposait sur le bureau. « S'il vous plaît, asseyez-vous » proposa Crutchley. Miss Marple prit la chaise la plus proche de la fenêtre et posa délicatement son sac à main sur ses genoux. Cray resta debout. « Du colonel Bickerton » a déclaré Cray. Crutchley joignit les doigts. « Naturellement, je crois vous avoir déjà fourni tous les documents pertinents. »« Oui, » répondit Cray. « Mais j'ai quelques questions complémentaires. Par exemple, saviez-vous que le colonel avait exprimé des inquiétudes concernant la dernière version de son testament, quelques jours avant sa mort? »
Crutchley cligna des yeux puis se reprit. Inquiet? Non, pas du tout. Il l'a signé de son plein gré, je vous l'assure. À qui a-t-il exprimé ses inquiétudes? Demanda doucement Miss Marple. Julian Weston lui avait dit Cray, mais elle voulait voir Crutchley mentir. Je n'en ai aucune idée, répondit Crutchley d'un ton posé. S'il avait des doutes, il ne me les a certainement pas exprimés. Miss Marple hocha la tête, son tricot apparaissant discrètement entre ses mains. Et pourtant, il a confié à au moins une personne qu'il pensait que les changements n'étaient pas ceux qu'il avait prévus. Crutchley remua sur son siège. Mademoiselle Marple, vous savez mieux que quiconque à quel point la mémoire s'affaiblit avec l'âge. En effet, répondit-elle. Mais ce sont généralement les personnes âgées dont on se souvient mal, et non les documents qu'elles signent. Cray se pencha. Avez-vous rédigé ce testament personnellement? Je l'ai fait. Des témoins? Ma secrétaire et M. Everett, notre commis junior. Cray sortit une fine enveloppe et la posa sur le bureau. Nous avons pris des dépositions. Everett dit l'avoir signée après que vous lui ayez dit que le colonel en avait déjà approuvé le contenu. Mais il n'a jamais vu le colonel en personne. Votre secrétaire dit la même chose. Le visage de Crutchley rougit. Miss Marple poursuivit doucement. Je me demande, monsieur Crutchley, pourquoi le colonel vous a fait confiance pour opérer des changements aussi radicaux alors qu'il était clairement en train de réévaluer ses affaires. Après tout, vous aviez été impliqué dans une situation très délicate pendant la guerre. Il se figea. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je pense que oui, dit-elle. Le tribunal de Nairobi. Le rapport signé par Harold Carmichael, celui sur lequel vous l'avez conseillé en privé, et celui qui a permis au colonel Bickerton d'éviter la disgrâce, en faisant d'Harold le bouc émissaire. Crutchley se leva brusquement. C'est de l'histoire classée secrète. Et pourtant Harold le savait, dit Cray. Et peut-être, plus important encore, Lydia, elle a trouvé la lettre. Elle l'a envoyée à Charlotte Weston. Les points financièrement, mais publiquement. Et il vous aurait entraîné dans sa chute, ajouta Cray. Vos conseils de guerre, vos fausses déclarations, tout cela. Je l'ai aidé, s'exclama Crutchley. Il m'a supplié. Il était désespéré. Il disait qu'il ne pouvait pas perdre sa commission, que cela ruinerait sa famille. Et ainsi la vie d'Harold Carmichael a été sacrifiée, dit Miss Marple. Et maintenant, toutes ces années plus tard, vous craignez que le colonel ne dise enfin la vérité, surtout après la révélation de cette lettre. La voix de Crutchley était maintenant plus basse, tremblante de rage. Il allait se déshonorer. Déshonorez-moi. J'ai bâti la confiance de cette ville brique par brique, et vous l'avez enlevée, dit Cray d'une voix dure. Crutchley se tourna vers l'inspecteur. Prouve-le. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit une petite enveloppe marron. J'ai bien peur que ce soit déjà le cas, a-t-elle déclaré. À l'intérieur se trouvait une photographie, un léger tirage du colonel pris par Mavis Cripps lors de la fête. Il tenait une tasse de thé. À côté de lui, presque imperceptiblement, se trouvait la main d'un autre homme qui versait quelque chose dans la tasse. Et cette main portait une bague, une chevalière universitaire distinctive, la bague de Crutchley. Cray a produit la vraie version à partir de preuves, laissées derrière la table à thé, dit-il. On a identifié le résidu comme étant du cyanure de potassium, et la secrétaire a confirmé que vous retiriez toujours votre bague pour manipuler des documents. Crutchley s'assit lourdement dans son fauteuil. « Je ne voulais pas le tuer, » murmura-t-il. « Juste l'effrayer, le rendre malade, le secouer, retarder les aveux. J'en ai juste pincé. » « Cyanide ne prélève pas de paiement partiel, » dit Mademoiselle Marple. « Il encaisse toujours la totalité. » Le soir, Rose Hill était en effervescence à l'annonce de l'arrestation de Crutchley. Le nom de l'avocat, autrefois prononcé avec révérence, était maintenant murmuré avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Dans le salon de thé,
Dotty Bramble déclara avoir toujours soupçonné cet homme d'avoir le regard fuyant, et Madame Lowsley jura l'avoir vu un jour acheter de l'huile d'amande sans la moindre tarte aux amandes en vue. Miss Marple était assise dans son salon, sirotant sa tasse d'Earl Grey, désormais réconfortante. La vérité, comme elle l'avait toujours su, était rarement une affaire bien rangée, mais elle était nécessaire, et même si l'affaire était presque résolue, elle sentait qu'il restait encore une conversation à avoir, un dernier nœud à démêler. Charlotte Weston avait brûlé la lettre, mais pas par peur, par honte, et peut-être était-il temps que quelqu'un lui rappelle que les péchés du père ne souillent pas toujours l'enfant. Orchidées. La tempête était passée, et avec elle, la tension qui avait étreint Rosiel comme un nœud coulant. Le samedi matin, le village vibrait d'un optimisme prudent. La nouvelle de l'arrestation d'Alfred Crutchley s'était répandue à la vitesse du lait renversé dans une crèche. Presque tous les foyers avaient désormais entendu et enjolivé les détails. On entendait parler d'aveux, de mise en scène au tribunal et de codes secrets cachés dans les registres du colonel. Rien de tout cela n'était vrai, bien sûr, sauf l'arrestation elle-même. Mais pour Miss Marple, l'affaire n'était pas encore close. Les pièces du puzzle étaient en place. Un testament falsifié, une vieille trahison, un avocat effrayé, poussé à bout par la menace de la vérité. Et pourtant, parmi les cendres du passé et les pétales fanés de la tromperie, il subsistait quelque chose de délicat, un non-dit. Charlotte Weston. Miss Marple avait pensé à elle à plusieurs reprises au cours de la journée précédente, non plus comme une suspecte, mais comme une victime d'une tragédie plus discrète. Perdre un parent était une chose, découvrir qu'on n'avait jamais été pleinement reconnu par lui en était une autre. Le colonel ne s'était jamais marié, n'avait jamais revendiqué d'enfant, mais il avait laissé des traces, et certaines ressemblaient trop à Charlotte pour être une coïncidence. Cet après-midi-là, Miss Marple suivit son chemin habituel le long de Willow Lane, panier à la main, passant devant le marchand de légumes, la quincaillerie et le bureau de poste, chacun accueilli d'un signe de tête ou d'un mot. Le soleil était revenu et le village s'en imprégnait comme d'un cadeau. Elle est arrivée chez les Weston à 3 heures précises. Charlotte ouvrit elle-même la porte. Elle paraissait fatiguée. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux et ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en un chignon hâtif. Mais sa posture était droite et sa voix posée. « Mademoiselle Marple. Bonjour, ma chère. Je me demandais si je pouvais passer un moment. » Charlotte s'écarta. « Bien sûr. » Le salon était le même que d'habitude, ombragé, calme et un peu trop silencieux. Le violoncelle reposait dans un coin tel un animal endormi. Un vase d'orchidées fraîches était posé sur le buffet. « Des orchidées, dit Miss Marple avec un petit sourire. « Les préférées du colonel, je crois. » Charlotte ne répondit pas au début. Puis, « Ils ont été livrés ce matin. Pas de carte. » Comme c'est attentionné, Charlotte était assise, les mains jointes sur ses genoux. « Je suppose que tu sais tout maintenant. »« Assez, dit Miss Marple, mais la fierté, peut-être, ou de la culpabilité. » Mais la vérité était plus laide. « C'est généralement le cas, dit doucement Miss Marple, mais ça ne rend pas moins réel. Il ne m'a rien laissé, pas même une ligne dans son testament. » « Non, mais il aurait pu changer cela, dit Miss Marple en l'observant, s'il avait vécu un peu plus longtemps. La mâchoire de Charlotte se serra. « Je crois, poursuivit Miss Marple, qu'il était enfin prêt à dire la vérité, et je crois qu'il avait l'intention de commencer par vous. » Charlotte eut un rire amer. « Trop tard, n'est-ce pas? »« Peut-être, mais une vérité tardive vaut souvent mieux que rien du tout. » Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Miss Marple se leva et se dirigea vers les orchidées. Elle en toucha une doucement. « Ta mère, Grace Langley,
a été très gentille avec moi autrefois. Je l'ai rencontrée il y a des années lors d'une réception paroissiale à Sainte-Marie-Mead. Elle avait une voix douce et un esprit fort. Elle t'a bien élevé. Charlotte cligna des yeux. Tu la connaissais? Seulement brièvement, mais on n'oublie pas ces femmes. Elle se retourna. A-t-elle jamais parlé du colonel? Charlotte secoua la tête. Pas directement, mais je l'ai toujours su. Il y avait des lettres, jamais signées, et un jour, à 17 ans, elle m'a dit que l'homme qui m'avait donné naissance était parti servir dans l'armée et n'avait jamais regardé en arrière. J'ai reconstitué l'histoire. Est-ce qu'elle voulait que tu le contactes? Elle voulait que je l'oublie. Je crois que ça lui a fait mal, même après toutes ces années. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, il vous observait. Il vous surveillait peut-être. Il est peut-être même venu à vos concerts. Il est resté au fond et est parti avant les applaudissements. Les lèvres de Charlotte tremblaient. Je les détestais, murmura-t-elle, et je l'aimais, les deux, en même temps. Ce n'est pas rare. J'ai brûlé la lettre, dit-elle soudain, de Madame Carmichael. Je ne pouvais pas supporter de la garder. Elle rendait tout réel. Miss Marple s'assit à nouveau. Je pense que tu l'as brûlée, non pas pour cacher la vérité, mais parce que tu craignais ses conséquences, pour toi, pour Julien, pour le village. Tu craignais que les gens te regardent différemment. Charlotte hocha la tête. Mais ils ne le feront pas, dit doucement Miss Marple. Ou s'ils le font, ce sera pour de mauvaises raisons. Le crépuscule se perdait dans les haies et que les chaumières de Rosil allumaient leurs lampes une à une, Miss Marple rentra chez elle. Elle se prépara un dîner léger, un œuf poché sur du pain grillé, et s'assit près du feu avec ses ouvrages. La paix régnait désormais, celle qui suit la résolution d'une énigme et le rétablissement progressif des choses autrefois perturbées. Le colonel Bickerton était mort, certes, mais sa mort avait révélé des vérités longtemps enfouies. L'arrestation de Crutchley avait dissipé une ombre qui planait sur le village depuis des années, même si personne n'en avait eu connaissance. Elle prit une petite boîte sur sa table de chevet, une vieille boîte au couvercle en cuir craquelé. À l'intérieur, elle rangea une collection de coupures et de souvenirs de ses recherches passées. Un ruban déchiré, une pièce de monnaie étrangère, une photo de jardin. Elle y ajouta ensuite un autre objet. Les débris carbonisés du bac à jardin de Weston. Un fragment de confession. Un moment jamais livré. Elle ferma le couvercle avec précaution. Alors que l'horloge sonnait 9 heures, elle se versa une dernière tasse d'Earl Grey, parfumé, chaud, totalement innocent, et s'autorisa un petit soupir de satisfaction. Il n'y aurait plus de mort, pas pour l'instant, mais elle savait, comme toutes les vieilles femmes, que la paix, comme l'été, ne durait jamais longtemps. Chapitre 10. La confession finale. Le dimanche suivant, le village de Rosil, paré de ses plus beaux chapeaux et boutonnières, se rassembla à nouveau. Cette fois, non pas pour une fête ou des funérailles, mais pour un moment intermédiaire. Le service religieux hebdomadaire avait pris un air solennel depuis la mort du colonel Bickerton, et bien que son nom ne fût pas prononcé à voix haute, les murmures dans les bancs et les regards échangés par-dessous les recueils de cantiques trahissaient une profonde compréhension mutuelle. Le révérend Peters, conscient de l'ambiance délicate, prononça un sermon sur la justice et le repentir. Sa voix, habituellement douce et apaisante, prenait une tournure plus ferme lorsqu'il évoquait les torts cachés et la force nécessaire pour les révéler. Mademoiselle Marple
assise à son banc habituel près de l'allée centrale, écoutait avec une attention silencieuse. Elle manquait rarement un office, et celui d'aujourd'hui avait une résonance particulière. Ensuite, à l'extérieur de l'église, la congrégation s'attarda plus longtemps que d'habitude sous le grand chêne près du porche. Quiconque était à portée de voix. « Vous me croyez ?» Il a probablement empoisonné la moitié de la paroisse sans que personne ne s'en aperçoive. « Ça suffit, Dottie, » dit fermement Agnès Bentham. « Il est en garde à vue. N'en faisons pas une blague. » Pendant ce temps, Miss Marple s'était discrètement excusée et avait commencé à se diriger vers le presbytère. Le révérend l'avait invitée à prendre le thé, et elle avait accepté, sachant que lui aussi avait quelque chose à dire. Le presbytère était une modeste maison géorgienne, en retrait de la ruelle, avec un chèvrefeuille envahissant et une légère odeur de cire à meubles qui flottait dans le hall. Le révérend Peters l'accueillit avec son expression chaleureuse et légèrement inquiète habituelle, et la conduisit dans le salon où le thé était déjà servi. « Je dois avouer, mademoiselle Marple, dit-il en versant son verre, que cette dernière semaine a été l'une des plus perturbantes de mon ministère. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de mort ici, surtout lorsqu'elle est causée par des humains. » « Non, a-t-elle convenu, mais le mal ne vérifie pas la carte avant de venir. » Le vicaire hocha la tête solennellement. « Vous avez rendu un grand service au village. »« Oh non, révérend, » dit Miss Marple en remuant son thé. « De simplement poser les bonnes questions. Le service réside dans ce qui vient ensuite, dans la vérité et dans ce que nous choisissons d'en faire. » Il se pencha légèrement en avant. « Il y a quelque chose que je voudrais partager avec toi. Ce n'est peut-être rien, ou peut-être, eh bien, je te laisse décider. » Il fouilla dans un tiroir à côté du bureau et en sortit une petite enveloppe. « J'ai reçu ça tard hier soir, » dit-il. Il s'est glissé dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom, écrit à la main. J'ai cru à une farce, mais à l'intérieur, il y avait ça. Miss Marple accepta l'enveloppe et en sortit le contenu. Une simple page de papier épais couleur crème. Elle avait été pliée une fois, les bords étaient légèrement gondolés. L'écriture à l'intérieur était indubitable, fine, précise et douloureusement familière. « Colonel Pickerton, » dit-elle. « Oui, » répondit le vicaire. « Je crois que c'est une sorte de déclaration finale. Une confession. » Miss Marple le lut en silence. « À quiconque reçoit ceci, qu'il soit Dieu ou un homme, je confesse aujourd'hui ce que j'ai trop longtemps gardé sous silence. En 1946, le prix et j'ai vécu confortablement. C'est fini, j'ai l'intention de remédier à cette situation. Je modifierai mon testament et parlerai aux personnes concernées. Faites-leur savoir que je suis désolé. S'il me reste un peu d'honneur, c'est celui-ci. Admettre mon échec. Arthur Bickerton. » Miss Marple replia lentement la lettre. « Où l'a-t-on trouvé ?» Le vicaire hésita. « Dans mon jardin, juste sous la fenêtre, niché dans un buisson de rhododendron. » Elle hocha la tête. « C'était censé être affiché, peut-être, ou laissé en évidence, mais quelqu'un l'a intercepté. »« Crotchley ?»« Probablement. Mais si c'est le cas, cela signifie qu'il a hésité. Peut-être craignait-il que l'écriture soit reconnue, ou simplement que la trace écrite le suive. » Le révérend tapota nerveusement ses doigts. « Dois-je le dénoncer à la police ?»« Tu devrais, » dit-elle fermement. « C'est la pièce finale, et elle fera plus de bien que de mal, même maintenant. » Elle le lui rendit. « Merci de me l'avoir montré, révérend. Ce n'était pas un homme bien, mais au final, il souhaitait devenir meilleur. C'est déjà ça. » Plus tard dans la journée,
l'inspecteur Cray est venu lui rendre visite. Il avait reçu les aveux du révérend par courrier, accompagné d'une note expliquant leur origine. Il paraissait fatigué, mais soulagé. « Cela confirme beaucoup de choses, » dit-il en sirotant le thé que Miss Marple lui avait offert. « Nous avions un mobile. Maintenant, nous connaissons son intention et la raison pour laquelle Crutchley a agi. »« Il avait peur, » dit Miss Marple. « Peur de la vérité. C'est la peur la plus dangereuse qui soit. » Cray hocha la tête. « Pensez-vous que le colonel avait vraiment l'intention de modifier à nouveau son testament? »« Oui, » dit-elle. « Je pense qu'il avait l'intention de laisser quelque chose à Charlotte Weston, peut-être même tout. Les orchidées qu'on lui a livrées le lendemain de sa mort ne venaient pas d'un fleuriste. Elles étaient à lui. Je soupçonne qu'il avait organisé leur livraison à l'avance, en guise de sacrifice de paix. Il essayait de construire un pont. « Oui, » dit-elle doucement. « Et il est mort le jour même où il a commencé. » Il y eut un long silence. « Vous avez vu beaucoup de ces cas, » dit enfin Cray. « Cela cesse-t-il de vous surprendre? » Miss Marple regarda par la fenêtre où la lumière commençait à s'estomper sur ses rosiers. « Non, » dit-elle doucement, « parce que les gens ne cessent de se surprendre eux-mêmes. » Ce soir-là, Rose Hill était immobile. Miss Marple était assise près du feu, tricotant sur ses genoux, une petite radio diffusant en fond sonore une émission de la BBC. La bouilloire sifflait doucement dans la cuisine. Crutchley avait avoué lors de son interrogatoire, non par remords mais par nécessité. Son registre, retrouvé dans un tiroir caché du bureau, contenait des notes bien plus détaillées que nécessaire. Il était clair qu'il avait conservé des documents non pas pour la transparence, mais pour faire pression. Charlotte Weston avait écrit sa propre lettre, une lettre simple, pour être versée aux registres paroissiaux, demandant que sa naissance soit inscrite au nom de ses deux parents. Cela ne changerait rien au passé, mais cela le revendiquerait. Miss Marple sourit faiblement. La dernière tasse de Earl Grey avait été amère, mais la vérité, comme le bon thé, est plus forte lorsqu'on la laisse infuser. Chapitre 11. Cicatrice sur le papier peint. C'est une des curieuses vérités de la vie villageoise que la tragédie laisse rarement des ruines visibles. De grands scandales peuvent éclater et s'éteindre sans qu'une seule vitre ne se fissure. Des meurtres sont commis et résolus, mais le lierre continue de pousser, les poules du vicaire continuent de pondre, et le courrier arrive à 10h30 précises. Pourtant, pour ceux qui ont vécu assez longtemps, et Miss Marple en avait certainement, les véritables signes de dégâts sont plus discrets, presque invisibles. Un regard trop longtemps retenu, un rire qui n'atteint pas tout à fait les yeux, ou comme elle aimait à le dire, des cicatrices dans le papier peint, pas sur les murs. Le papier peint de la maison Weston présentait le même délicat motif floral depuis 20 ans, mais Charlotte Weston avait commencé à arpenter sa maison différemment. Miss Marple le remarqua lors de sa visite suivante. Charlotte ouvrit la porte sans sa réserve habituelle. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, sa robe impeccable, mais son regard trahissait un calme étrange. Pas la paix, pas encore, mais le calme qui suit un orage, quand on a encore peur d'ouvrir les fenêtres. « Miss Marple, » dit-elle, « je ne vous attendais pas. » « J'avais le pressentiment que vous auriez besoin de compagnie, » répondit la vieille dame. « J'ai apporté un pot de gelée de quetch, c'est la recette du vicaire et elle n'est pas aussi sacrée qu'il l'imagine. » Charlotte sourit faiblement et s'écarta. « Entrez. » Le salon était propre et calme. Le violoncelle avait été légèrement déplacé sur le côté et les orchidées, ces curieuses messagères silencieuses du colonel, commençaient à faner dans leur vase. Miss Marple posa son sac et étudia la pièce avec des yeux doux. « Vous avez déplacé les meubles ?»« Julian l'a fait, » dit Charlotte en s'asseyant au bord d'un fauteuil. « Il dit que le changement est bon pour la santé. Je pense que... » « Quelques-uns viennent de Marlecombe. Je pense qu'il est content de cette distraction. »
Miss Marple versa le thé que Charlotte avait préparé. Le parfum du Earl Grey s'éleva doucement dans l'air. Non plus annonciateur de mort, mais simplement du thé. « Pensez-vous souvent au colonel » demanda-t-elle non sans gentillesse. Charlotte hocha lentement la tête. « Plus que je ne le voudrais. J'essaie de le haïr, mais je n'y arrive pas. Puis j'essaie de lui pardonner, mais je n'y arrive pas non plus. Vous êtes encore en plein dedans, dit Miss Marple. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il leur donne de l'espace pour respirer. Je me demande toujours s'il voulait vraiment me dire la vérité, dit Charlotte, ou si les orchidées n'étaient que de la culpabilité dans un joli écrin. Miss Marple fouilla dans son sac à main. « J'ai quelque chose pour toi, ma chère, quelque chose que l'inspecteur m'a confié, mais qui je crois t'appartient désormais. » Elle tendit à Charlotte une copie pliée de la dernière lettre du colonel, la confession qu'il avait écrite, destinée au vicaire, glissée sous un buisson de rhododendron, comme des excuses trop fragiles pour être postées. Charlotte déplia le journal et le lut lentement. Elle ne pleura pas, mais ses mains tremblaient juste un peu. Après un long silence, elle dit « Il a fait avoir tout, et il était désolé. » « Oui, » dit Miss Marple. « Trop tard, bien sûr, mais c'est réel. » Charlotte replia la lettre. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Être reconnue. Savoir que je n'avais pas imaginé ça. Tu ne l'avais pas fait, » dit doucement Miss Marple. « Mais parfois, la vérité prend le chemin le plus détourné. » Ce soir-là, de retour dans son cottage, Miss Marple prépara un dîner léger, une soupe de lentilles, une tranche de pain de mie et un œuf mollet, et réfléchit à ce qui restait. Car, bien que Crutchley fût en détention et que l'héritage du colonel fût révisé, elle avait appris depuis longtemps que la fin d'une histoire n'arrivait jamais en un clin d'œil. Elle arrivait sous forme de fragments, de notes pliées, de fleurs fanées, et parfois sous la forme d'un coup frappé à la porte. C'est précisément ce qui s'est produit à 7h30. Elle l'ouvrit et trouva Lydia Carmichael, parapluie à la main, imperméable perlé d'une légère brune. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Lydia. « Pas du tout, ma chère. Entrez, entrez. » Lydia entra et retira son manteau. Son expression était un des scandales, demanda doucement Miss Marple, ou les souvenirs. Lydia hésita, les deux peut-être, mais surtout je me sens finie ici. Il n'y a plus rien à prouver, ni à protéger. Miss Marple hocha la tête. Tu as fait plus de bien que de mal, Lydia. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Je n'en suis pas sûre, dit Lydia. J'ai révélé une vérité au monde, mais je l'ai fait par dépit. Je ne pense pas que ce soit de la vertu. C'est vrai, dit Miss Marple, si la vérité méritait d'être dite, et celle-ci, elle, valait la peine d'être dite. Elles étaient assises ensemble près du feu, deux femmes de vie très différentes mais du même âge, liées non pas par l'amitié mais par la compréhension. « Vas-tu le dire à Charlotte » demanda Miss Marple. Lydia secoua la tête. « Non. Je crois qu'elle a assez de gens qui essaient de s'expliquer. Laisse-la vivre sa propre fin. Elle aimerait peut-être davantage un début. » Lydia sourit faiblement. « Peut-être. » Lorsqu'elle partit 1 heure plus tard, elle serra la main de Miss Marple. « Merci de votre écoute. »« Toujours, » dit Miss Marple. Cette nuit-là, le sommeil vint lentement. Miss Marple était allongée dans son lit, la fenêtre entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit. Elle pensait à beaucoup de choses. Charlotte, enfant, peut-être assise dans une salle de classe, ignorant ses véritables origines. Julian, veillant discrètement sur le chagrin de sa sœur, telle une sentinelle. Lydia et Harold, liés par le devoir et le silence. Et le colonel Bickerton, arrogant, imparfait, capable de cruauté. Et pourtant, au final,
s'efforçant de bien faire, en essayant. C'était peut-être le maximum qu'ils avaient fait. Dehors, les hiboux ululaient dans les ifs du cimetière. Au loin, le bruit d'un portail grinçait sous le vent. La vie à Roseville allait reprendre son cours normal. La vie de village anglaise, ordonnée et nette. Mais quelque chose avait changé, des cicatrices dans le papier peint. Et peut-être, juste peut-être, de nouveaux modèles commencent à se former. Chapitre 12. La Société de restauration de Roseville. Le lundi suivant les funérailles du colonel s'élevait avec une clarté presque indécente. Le ciel était d'un bleu parfait et les haies bordant les ruelles de Roseville étaient couvertes d'une végétation luxuriante. Si l'on ignorait les événements récents, on aurait pu croire que c'était simplement le début d'une belle semaine de printemps. Et pourtant, sous ce ciel clair, il y avait un sentiment indéniable que quelque chose dans le village avait changé. Pas une déchirure dans le tissu de la vie, mais une petite couture, décousue et recousue. Miss Marple, énergie inépuisable et aux opinions à la hauteur. Madame Lowesley entra précipitamment dans le salon, comme si elle était en retard pour une réunion avec le Premier ministre, les joues rouges et le chapeau de travers. « Mademoiselle Marple, dit-elle sans préambule, j'espère que je n'interromps rien d'essentiel. »« Seulement mes tartines et les mots croisés du matin, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Mais aucun des deux n'est particulièrement possessif. » Edith s'assit avec un soupir dramatique, posa son sac à main sur ses genoux et se pencha comme si elle était sur le point de révéler quelque chose de scandaleux. « Je suis venu vous demander votre aide. » Les sourcils de Miss Marple se levèrent. « Oh, pas avec un meurtre, Dieu merci, » dit Edith. « Non, quelque chose de beaucoup plus joyeux. Enfin, ça devrait l'être. Enfin, si c'est fait avec goût. » Miss Marple versa une tasse de thé à son invité et attendit. « Nous reformons la Société de restauration de Roseville, » expliqua Edith. « C'était l'idée du colonel à l'origine, vous savez, à son arrivée ici. Un de ses projets favoris. Des murs de jardin, une signalétique pour le village, ce genre de choses. Bien sûr, c'est tombé en désuétude au fil des ans. Mais après tout ce qui s'est passé... » Elle marqua une pause, fronçant légèrement le nez. « Eh bien, il me semble tout à fait opportun de tout recommencer. »« Je vois, » dit Miss Marple. Edith prit une délicate bouchée de crème anglaise. « Nous aimerions lui dédier le premier projet. Au colonel Bickerton. Oui, c'est normal après tout. Pour le meilleur et pour le pire, était un élément fixe. Une fontaine, peut-être, ou un banc sur la place du village. » Miss Marple remua son thé. « C'est sage, à ton avis ?» Edith rougit. « Il y a un désaccord au sein du comité. Madame Bentham trouve cela de mauvais goût, mais le vicaire dit que le pardon doit être visible. Et Julian Weston, eh bien, il est très discret, mais il n'a pas objecté. En fait, je crois qu'il a suggéré quelque chose d'assez élégant. » Miss Marple réfléchit à cela. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?»« Nous aimerions que vous soyez présidente d'honneur, » dit promptement Edith. « Vous avez la confiance de tout le village, et puis vous avez résolu l'affaire. » Miss Marple sourit. « La police a résolu l'affaire, ma chère. »« Oui, oui, » dit Edith en balayant la question. « Mais toi, j'ai trouvé la vérité. Et on dit que vous pourriez peut-être prononcer un petit discours lors de l'inauguration du banc. » L'expression de Miss Marple se calma. « Je ne pense pas être la personne la mieux placée pour parler de l'héritage du colonel Bickerton. Mais tu le connaissais. Je connaissais son... » « Très bien. Je siégerai à votre comité, sachant que mes contributions seront peut-être davantage axées sur la prudence que sur la célébration. » Edith hocha la tête, satisfaite. « Nous n'en attendons pas moins. » La Rose Hill Restoration Society s'est réunie 2 jours plus tard dans la salle des fêtes, sous les chevrons tachés et à côté du piano poussiéreux que personne n'avait osé toucher depuis la malheureuse représentation de Noël de la chorale, le Hou et le Lierre. Le comité, composé d'Edith Lowesley, d'Agnes Bentham,
de Dottie Bramble, de Julian Weston et maintenant de Miss Marple, était assis à une longue table devant un public d'une trentaine de villageois curieux. L'atmosphère était prudente, une envie de faire quelque chose, tempérée par une incertitude quant à ce que cette chose devrait être. Julian Weston, vêtu de sa veste marron douce habituelle et de ses lunettes à monture métallique, a pris la parole en premier. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour restaurer une partie de notre village, mais aussi pour reconnaître que l'histoire est souvent complexe, a-t-il déclaré. Le colonel Bickerton a servi Rose Hill de multiples façons. Il a aussi commis des erreurs. Mais dans ces derniers jours, il a tenté de les corriger. Cela seul mérite d'être salué. Il y eut un petit murmure d'approbation. Dottie Bramble leva la main. « Je propose qu'on plante quelque chose plutôt que de construire quelque chose. On s'assoit sur un banc. Un arbre pousse. » Edith fronça les sourcils. « Un arbre met des années à mûrir. Il faut des années pour pardonner, » répondit Dottie. « Laissez-le correspondre. » Miss Marple, depuis sa place à table, jeta un coup d'œil à Julian. « Un arbre conviendrait-il à ta sœur ?» Julian sourit faiblement. « Charlotte aime les arbres. Elle a dit un jour que c'était la seule chose honnête qui restait en Angleterre. »« Voilà qui est réglé, » dit Miss Marple. « Un arbre alors. Un cerisier en fleurs. Et une petite plaque. Pas de nom, juste une inscription. »« Lequel dirais-je » demanda Agnès. Miss Marple réfléchit. Puis elle dit « Que les racines se souviennent de ce que les feuilles oublient. » La salle se tut. Puis, une à une, les têtes hochèrent la tête. Le jeune cerisier fut planté une semaine plus tard, sous un ciel bleu et au bord du chemin qui menait de l'église à la verdure. Un petit groupe se rassembla pour assister à la cérémonie. Pas de discours, pas de grande cérémonie, juste un moment de recueillement. Charlotte Weston était là, légèrement à l'écart, fixée dans la terre, que les racines se souviennent de ce que les feuilles oublient. Il y avait quelque chose de définitif dans cet acte, non pas un effacement, mais une replantation. Alors que la petite foule commençait à se disperser, Miss Marple resta derrière, regardant le jeune arbre se balancer légèrement dans la brise. « Tu as choisi les bons mots, » dit Julian en s'approchant d'elle doucement. « Ils sont arrivés au bon moment, » répondit-elle. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut arrêter de mentir à son sujet. » Il regarda sa sœur. Elle est plus légère, pas contente, mais plus légère. « Elle sait qui elle est maintenant, » dit Miss Marple. « C'est un poids, mais aussi un fondement. » Il hocha la tête, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Julian dit doucement, « Penses-tu que Rose Hill oubliera tout ça ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, mais avec le temps la mémoire changera. C'est ce que font les villages. » Elle se tourna vers le chemin. « Et quand on demandera un jour pourquoi cet arbre se dresse là, quelqu'un dira « Parce qu'il était une fois un homme qui a fait le mal et qui a essayé de faire le bien, et un village qui a choisi de ne pas faire semblant du contraire. » Chapitre 13. Un après-midi au presbytère. Le presbytère de Rose Hill était une agréable maison, aux multiples recoins, avec ses escaliers grinçants, ses sols en pente, et son jardin qui semblait toujours légèrement envahi de soucis et de bonnes intentions. Construite à la fin du XVIIIe siècle, elle était entretenue depuis avec une charmante indifférence, celle qui acceptait un appui de fenêtre affaissé comme faisant partie intégrante de la maison, plutôt que comme un défaut à corriger. Miss Marple arriva à 3h30, pile à l'heure, portant une boîte de biscuits sablés enveloppée dans du papier sulfurisé et un brin de romarin de son jardin. Elle fut accueillie à la porte par Madame Angela Peters, l'épouse du pasteur, une femme pragmatique, avec des opinions bien arrêtées sur la marmelade et peu tolérante aux sentiments.
même si son regard doux trahissait toujours une profonde gentillesse. « Oh, mademoiselle Marple, entrez. Le révérend termine avec monsieur Delaney. Quelque chose à propos des robes de chœur et d'un sens du tempo épouvantable. Honnêtement, je lui dis depuis des années que cet homme ne sait pas compter les temps, même dessinés à la craie. » Miss Marple rit doucement en entrant. Le presbytère était chaleureux et légèrement désordonné, l'air chargé d'odeurs de scones et de darjeeling fraîchement infusés. Par la porte ouverte du salon, elle entendit la voix du révérend lui expliquer doucement quelque chose sur la révérence et la retenue, un air familier. Détail habituel. Une théière en argent, 2 tasses à décor floral, une assiette de scones au raisin avec de la crème caillée et une petite coupelle de crème au citron. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Le révérend Peters la rejoignit quelques minutes plus tard, se frottant les mains de cette manière distraite qui lui suggérait toujours qu'il venait de résoudre un dilemme moral ou d'égarer un brouillon de sermon. « Mademoiselle Marple, dit-il chaleureusement, merci d'être venue. Angela m'a dit que vous aviez apporté des sablés. Elle m'a déjà tout à fait pardonné. » « Je m'en doutais, » dit Miss Marple avec un sourire. Ils s'installèrent dans leurs chaises respectives, le vicaire tendant la main vers la théière. « Je me rends compte que je voulais vous parler, non pas en tant que membre de la paroisse, dit-il en versant, mais simplement en tant qu'homme qui a vu plus de la nature humaine qu'il ne sait vraiment quoi en faire. »« Une affliction courante, » répondit Miss Marple en acceptant sa tasse. Le vicaire remua son thé, mais ne but pas. « J'ai réfléchi au pardon et à la justice. J'ai fait un sermon, comme vous le savez, sur le repentir, mais je me demande quelle est la valeur du repentir quand il est trop tard pour réparer le mal. » « Le repentir, c'est comme une lettre, » dit Miss Marple en beurrant délicatement son scone. « Même si elle arrive en retard, on peut toujours la lire, mais elle ne peut rien changer à l'événement auquel elle fait référence. » « En effet, » murmura le vicaire. « Et le colonel Bickerton, un homme qui a causé du tort, qui a vécu avec, et qui n'a cherché à le réparer que dans ses derniers jours. Il a été lâche pendant la majeure partie de sa vie, dit calmement Miss Marple, mais il a été courageux à la fin. Beaucoup sont courageux au début et lâches plus tard. Je ne sais pas si l'un est plus important que l'autre. » Le révérend Peters prit une bouchée pensive de scone. « Vous êtes très sage, Miss Marple. »« Pas sage, dit-elle, juste observatrice. La sagesse implique une clarté morale. J'ai vu trop de lignes floues pour prétendre la posséder. » Le vicaire rit doucement, puis reprit son sérieux. « Vous avez sans doute entendu la rumeur selon laquelle Crutchley tenterait de négocier une peine. »« Oui, dit-elle. Il propose de révéler plusieurs vieilles erreurs judiciaires en échange de clémence. Je ne sais pas si c'est de la justice ou de l'opportunisme. »« Pourquoi pas les deux, » répondit Miss Marple. « La justice est rarement irréprochable, et les opportunistes disent souvent la vérité quand cela les arrange. » Ils sirotèrent un verre en silence, regardant le vent agiter les branches devant la fenêtre du house, un sourcil. Elle a demandé que l'on rappelle gentiment au village que le nom d'Harold Carmichael ne doit pas être prononcé avec honte, qu'il a porté les péchés d'un autre homme et les a portés avec dignité. Elle a raison, dit Miss Marple, et je pense qu'avec le temps, les gens se souviendront d'Harold différemment. L'arbre y contribuera. Oui, dit-il, une chose si simple. Un jeune arbre. Et pourtant, on a déjà l'impression qu'il appartient à ce monde. Il se tourna vers elle avec un sérieux discret. « Et toi, comment te sens-tu, maintenant que c'est fini ?» Miss Marple hésita. « Ce n'est jamais fini, » dit-elle doucement. « Il y aura toujours une autre erreur, une autre demi-vérité. Mais je me sens satisfaite, non pas parce que la justice était parfaite, mais parce qu'elle était
Possible. C'est une chose rare. Oui, acquiesça-t-elle, et nous devons le chérir. Ce soir-là, après une agréable promenade à la maison et un souper composé de bouillon de légumes et de biscuits à l'avoine, Miss Marple s'assit près de son feu et parcourut ses notes de l'affaire, comme elle le faisait toujours une fois la poussière retombée. Son petit carnet noir, relié par un ruban délavé, contenait non seulement la chronologie des événements, mais aussi des croquis de conversation, des expressions mémorisées, des détails qui auraient pu sembler sans importance, mais qui formaient désormais une tapisserie silencieuse de résolution. Elle se tourna vers la page de ce tout premier jour de fête. Le colonel Bickerton vu avec une deuxième tasse. La présence de Charlotte à la table du thé, pas de tasse. Odeur d'amande, quelque chose clochait. Il savait quelque chose, ou quelqu'un le savait. Elle sourit faiblement. Ce qui avait commencé par une tasse de thé s'était terminé par une lettre enfouie, une réputation tachée, un silence brisé. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, rien n'avait changé au village, du moins en apparence. Le pub fermait toujours à 10 heures, l'épicier avait encore du sirop de fleurs de sureau en stock, la chorale chantait toujours faux. Et pourtant, tout avait changé. Elle se leva, remit le carnet dans le tiroir où elle rangeait ses vieux dossiers et alla à la fenêtre. La lune se levait sur les collines. Le jeune cerisier près du pré allait recevoir son premier clair de lune dans le sol de Rose Hill. Que les racines se souviennent de ce que les feuilles oublient. Elle murmura cette phrase une fois, comme une prière. Laissait penser que tous les torts pourraient être pardonnés sous un ciel clément. Les oiseaux voletaient entre les haies, les abeilles bourdonnaient langoureusement sur les bas-côtés de Willow Lane, et le soleil projetait une brume chaude sur Rose Hill, rendant les maisons en briques et les fenêtres aux rideaux de dentelle presque trop pittoresques pour être vraies. Miss Marple, cependant, ne se laissait pas facilement bercer par la beauté. Elle avait vécu trop longtemps et vu trop de choses pour oublier que les plus belles fleurs naissaient parfois sur des tombes superficielles. Elle était assise dans son salon, une broderie posée sur ses genoux, une tasse de thé fraîche à son coude, lorsqu'un léger coup retentit à la porte. Ce n'est pas le facteur. Il frappait 2 fois et criait toujours. Ce n'était pas un voisin. Il frappait rarement. Elle l'ouvrit et trouva Julian Weston. Il avait l'air légèrement rouge, comme s'il avait marché rapidement, et portait sous un bras un mince paquet enveloppé dans du papier brun. « Mademoiselle Marple, dit-il avec un sourire discret, j'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, dit-elle aussitôt, je vous en prie, entrez. » Il entra avec son hésitation habituelle, comme s'il ne se sentait toujours pas le bienvenu chez qui que ce soit. Miss Marple le guida dans le salon et lui fit signe de s'asseoir. Il s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, le paquet posé délicatement sur ses genoux. « Je t'ai apporté quelque chose, dit-il. Une sorte de... merci. » Elle pencha la tête. « Ce n'est pas nécessaire. »« Non, dit-il doucement, mais c'est mérité. » Il déballa lentement le paquet, révélant un carnet à couverture rigide, relié en tissu vert et gravé de lettres dorées. Colonel A.F. Bickerton, journal personnel. Les sourcils de Miss Marple se levèrent. Je pensais qu'il avait été détruit. Crutchley ignorait son existence, dit Julian. Il était caché au fond du bureau du colonel, dans un faux panneau. Je l'ai trouvé après que la police a scellé la maison et m'a demandé de l'aider à vider le bureau. J'imagine qu'ils ont pensé qu'un visage local serait moins gênant. Miss Marple tendit la main et toucha la couverture avec des doigts respectueux. « Tu l'as lu »« Oui, dit Julian, c'est stupéfiant. » Il marqua une pause. Il a écrit sur le Kenya, sur Harold Carmichael, sur Grace, ma mère. Il savait. Pas seulement qu'il soupçonnait, il savait que Charlotte était sa fille.
Il mentionne même être venu à son école une fois, quand elle avait 12 ans. Il s'est arrêté devant le portail. Il a dit qu'il n'avait pas eu le courage de lui parler. C'est comme s'il voulait être vu clairement, avant de mourir. Fini les mensonges. Miss Marple soutint son regard. Qu'allez-vous en faire? J'en ai déjà fait une copie, dit-il. L'original appartient à Charlotte, mais je voulais que tu le voies d'abord, parce que sans toi rien de tout cela n'aurait été révélé. Elle ouvrit doucement le livre. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée et penchée, des entrées datées, certaines de quelques lignes seulement, d'autres longues et sinueuses. Elle y vit des noms qu'elle reconnaissait, des événements à moitié oubliés dans les journaux et des rumeurs murmurées. Et puis dans les dernières pages, une entrée. 3 avril. Je l'ai vue aujourd'hui, Charlotte. Elle ne sait pas que j'étais là. Elle ne le sait jamais. Je l'observe de loin, l'âge que je suis. Elle a les mains de Grace, sa façon de pencher la tête quand elle réfléchit. Je lui ai écrit une fois. Je ne l'ai jamais envoyé. Que pouvais-je dire? Je t'ai trahi ne suffit pas. Mais je vais le réparer, je le ferai. Plus besoin d'attendre. Miss Marple ferma le livre avec précaution. Il le voulait vraiment, dit-elle doucement. Il l'a vraiment fait. Julian hocha la tête. Il a simplement attendu trop longtemps. Elle leur versa à tous les deux une tasse de thé. Charlotte ne sait pas que tu l'as trouvé? Non, dit-il. J'allais le lui donner directement. Mais j'ai réalisé que je voulais que quelqu'un d'autre m'aide à décider. Miss Marple le regarda attentivement. Et qu'est-ce que toi vouloir? Julian hésita. Qu'elle connaisse la vérité, mais aussi le choix. La lire, la brûler, la garder secrète à jamais, cela devrait lui appartenir. Alors donne-lui le journal, dit-elle simplement. Mais pas aujourd'hui, laisse-lui le temps. Elle a porté un silence paternel toute sa vie. Maintenant elle sait que ce silence n'était pas vide, mais plein de non-dits. Julian baissa les yeux. Elle ne lui pardonnera jamais. Peut-être pas, acquiesça Miss Marple. Mais le pardon n'est pas dû aux morts. C'est une bonté que les vivants s'offrent à eux-mêmes. Cet après-midi-là, alors que Julian partait, son journal soigneusement emballé sous le bras, Miss Marple était assise près de sa fenêtre et regardait la route au-delà du portail de son jardin. Un garçon à vélo passa à toute vitesse, manquant de tomber dans une haie. Une femme poussait une poussette avec un chat roux drapé sur la couverture comme un roi. De l'autre côté du chemin, le vieux monsieur chaque jour. Mais toutes les fins ne furent pas silencieuses. À 5 heures, alors que le ciel commençait à rougir avec le crépuscule qui approchait, Miss Marple reçut un deuxième visiteur. Cette fois, c'était l'inspecteur Cray. « Miss Marple, dit-il en ôtant son chapeau en entrant, j'ai pensé lui rendre une dernière visite. » « L'affaire est-elle enfin close ?» demanda-t-elle en lui indiquant une chaise. « Aussi clos que possible, » a-t-il déclaré. « L'avocat de Crutchley a accepté les conditions de l'accusation. Il purgera une peine réduite en échange des dossiers qu'il a fournis. Ils ont déjà conduit à la réouverture de 2 affaires à Londres. De la fraude, essentiellement. Et la propriété du colonel ? Je reviendrai à la version précédente, a déclaré Cray. Charlotte a été contactée. Les notaires lui ont proposé de contester le testament en invoquant la paternité posthume. Mais elle a refusé. Elle a demandé que l'argent soit versé au fonds de restauration du village. Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent légèrement. Comme c'est gracieux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de son argent. Seulement de son honnêteté. Et maintenant, elle l'a. Cray se pencha en arrière. J'ai traité une 12aine de meurtres, Miss Marple.
Aucun n'était aussi discret, ni aussi bruyant. Miss Marple gloussa. Parce que ce n'était pas seulement une question de savoir qui l'avait tué, inspecteur. C'était une question de pourquoi tant de gens n'ont rien dit. Cray hocha la tête. « Tu crois qu'on connaîtra un jour toute la vérité? » « Non, dit-elle, mais nous en avons suffisamment appris. » Il finit son thé et se leva. « J'espère que nous ne nous reverrons plus, » dit-il avec un sourire ironique. « Oh, je pense que oui, » dit-elle. « Le meurtre a le don de frapper là où on ne l'attend pas. » Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Miss Marple ferma les rideaux et alluma le feu. Elle ouvrit son livre, non pas le journal du colonel, mais un mince recueil de poèmes de Thomas Gray. Ses doigts s'attardèrent sur la ligne suivante. Bien des fleurs naissent pour rougir sans être vues, et gaspiller sa douceur dans l'air du désert. Pas cette fois, pensa-t-elle, pas cette fleur.